Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Michel et je vais animer aujourd'hui cette présentation sur la digitalisation du monde de l'énergie dans l'industrie. Une présentation qui se déroulera sur un format un petit peu inédit avec dans un premier temps la participation de nos trois intervenants, Flavien Chervet, Stéphane Petitot, Thierry Dalancé. S'en suivra ensuite un temps d'échange et de table ronde durant une trentaine de minutes. Aujourd'hui, ce webinaire est proposé par le biais de l'AT2E et a été organisé avec trois autres collègues de l'association, Patricia Cotura, Thomas Chambon et Nadine Adra, qui est notre présidente régionale. Donc, je vous propose de commencer par une rapide présentation de l'AT2E. Ensuite, on passera la parole aux intervenants. Donc, l'AT2E, c'est une association indépendante, association technique, énergie et environnement, composée de professionnels avec différentes personnes privées ou morales, qui compte aujourd'hui de nombreux adhérents en France, qui est organisée sous 13 délégations régionales. Aujourd'hui, l'événement est organisé par la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. On vous incitera à rejoindre ce collectif. La force de la T2E, c'est essentiellement, le point d'orgue de la T2E, c'est ces clubs avec différentes thématiques dans lesquelles on va venir promouvoir et animer des thématiques sur lesquelles la T2E est à la fois force d'échange et force de proposition auprès des pouvoirs publics. Notamment, c'est le cas en particulier avec le club C2E, sur lequel la T2E a souvent contribué et parfois même établi les fiches certes de standards pour les économies d'énergie. On va retrouver d'autres clubs autour de la thématique biogaz, stockage d'énergie, power to gas, hydrogazéification. La T2E, c'est aussi la publication d'un bimensuel de 30 pages qui s'appelle Énergie Plus, que certains d'entre vous connaissent probablement déjà. Et puis, il faut savoir qu'elle porte également des programmes comme le Pro-SMEN ou le Pro-RFI, qui sont des programmes financés indirectement par les C2E, mais qui visent à monter en compétence les futurs référents énergie dans le domaine de l'industrie notamment. Voilà, donc c'est deux programmes intéressants qui sont portés par la T2E. Dans le cadre du ProRefili d'ailleurs, depuis peu de temps, la T2E gère une communauté des référents énergie qui vise à partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience, à pousser un petit peu plus les réflexions et apporter de la méthodologie autour de l'efficacité énergétique. Et aussi, par le biais de la T2E, publier des guides de bonnes pratiques, comme ceux que je vous ai présentés ici, en lien avec la thématique du jour. Thématique digitale, on va retrouver des répertoires de logiciels existants sur les solutions de gestion énergétique, de monitoring, sur la partie télérelève, ou bien identifier des partenaires experts sur ces métiers. Vous aurez la possibilité de télécharger ces guides directement avec les liens qui sont en dessous. Et voilà, voilà pour la présentation de la T2E. Je vais vous proposer de passer la main au premier intervenant, Flavien Charvet. Donc, pour ta partie. Hop. Bonjour à tous. Alors, je vais faire ma petite manip de changement d'écran. Tac. Tu peux passer en caméra active. Et je précise juste, oui, tout le monde a son micro coupé, donc c'est parfait. Donc on peut poursuivre. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui,
C'est correct. Vous voyez la slide du coup? C'est parfait. Déroulez. Donc bonjour à tous. Merci pour m'avoir invité donc à introduire un peu ce webinaire. Donc moi je suis pas spécialiste au niveau technique de l'intelligence artificielle dans l'énergie, mais donc je vais faire un petit brief un peu général sur l'IA et je vais donner les grandes lignes des usages qu'on peut trouver dans l'industrie et dans l'énergie, mais ça ne sera pas moi je serai l'intervenant un petit peu généraliste et ensuite je crois qu'on aura deux intervenants beaucoup plus techniques. Pour me présenter très rapidement, pour que vous sachiez un peu d'où je parle, alors je suis entrepreneur, j'ai monté une entreprise il y a 3 ans qui n'a rien à voir avec l'IA ou presque. On crée des salles de réunion créatives dans les entreprises pour développer leur créativité et accompagner leur innovation. Mais à côté de ça, je suis vice-président d'une association que j'ai créée avec d'autres acteurs lyonnais de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Lyon is AI et qui est un peu l'acteur de référence à Lyon pour ce qui est de l'animation de l'écosystème, des aspects de pédagogie autour de l'IA auprès des entreprises et du grand public. Donc moi, j'ai surtout la partie animation des meet-up. Donc c'est des réunions mensuelles où il y a 100, 120 personnes autour de thématiques liées à l'IA. Et je donne pas mal de conférences sur les usages de l'IA dans différents domaines dans les entreprises. Je suis aussi directeur innovation d'une école, mais ça est moins, c'est moins pertinent avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet puisqu'on a un temps assez limité. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, avant d'évoquer les usages dans l'industrie et l'énergie, il faut déjà un petit peu se demander ce qu'est l'IA. Donc, je ne sais pas exactement quel est le public et quel est votre niveau de connaissance sur ce sujet, mais un petit rappel fait pas de mal, puisque on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle et il y a même un peu une fantasmagorie autour de ce sujet que j'ai représenté par ce slide avec un petit robot qui est en train d'appuyer sur des écrans tactiles. On aime bien mettre le côté un peu science-fiction, futuriste dans l'IA. Il faut se rappeler quand même que l'IA, c'est d'abord des maths et des algorithmes qui implantent ces maths. Donc voilà, j'ai mis une image à droite qui est peut-être beaucoup moins sexy, ça donne moins envie de regarder un film le soir, mais c'est beaucoup plus réaliste pour avoir une image mentale de ce qu'est l'IA. Et ça évite d'avoir des phénomènes un peu de peur comme on en a qui sont pas toujours rationnels sur l'IA. Donc, on définit l'IA comme une classe d'algorithmes qui, on va dire, émule des raisonnements considérés comme intelligents, des processus considérés comme intelligents. Donc, finalement, c'est nous qui définissons ce qu'est de l'intelligence artificielle, puisque certains des algorithmes, il y a 30 ans, étaient considérés comme intelligents. Les systèmes experts, par exemple, on en reparlera. Aujourd'hui, on considère plus que c'est de l'intelligence artificielle et on est plutôt sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle associative, etc. Donc, l'intelligence artificielle est définie à un moment donné comme les algorithmes qu'on considère comme émulant des processus intelligents. Alors, il y a 2 grandes façons d'approcher cette notion d'intelligence par des algorithmes. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique, où l'idée, ça va être d'avoir une représentation de la connaissance sous forme de symboles. Donc, c'est des connaissances qu'on met dans des bases de données ou des bases de connaissances plutôt, et on va essayer de raisonner sur ces connaissances avec des lois logiques. Donc, ce petit schéma montre comment fonctionne un système expert, qui est le principe par excellence de l'IA symbolique et qui existe depuis les années 80. Donc maintenant, c'est une technologie mature que beaucoup d'industries déploient. Donc, on a une interface utilisateur. L'interface va poser des questions qui doivent porter sur la base de connaissances. Par exemple, si c'est un système expert médical, dans la base de connaissances, on va par exemple avoir des maladies associées avec des degrés de probabilité à des symptômes. Et on va avoir un moteur d'inférence, donc c'est là qu'on va avoir toute la logique. Donc c'est des lois logiques qui vont permettre de raisonner sur les connaissances construites dans la base de connaissances et de donner une réponse à l'interface à l'utilisateur via l'interface. Donc quand l'utilisateur dit j'ai le nez qui coule, mal à la gorge et des courbatures, le moteur d'inférence va réfléchir, on va dire, sur la base de connaissances qui aurait été construite par des experts humains et va inférer. On va parler d'inférence. Il va inférer que il y a la plus haute probabilité est que la maladie soit une grippe à 84%, ensuite que ce soit un rhume à 12% et un cancer à quelques pourcents. Donc c'est très déterministe. On a toute la connaissance qui est préexistante dans le système et ça permet juste
d'aller beaucoup plus vite qu'un expert humain et d'enlever toutes les erreurs que pourrait faire un expert humain en mettant dans une seule base de connaissances toutes les connaissances des meilleurs experts humains. Donc ça, c'était à la base ce qu'on appelait intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On considère que c'est moins intelligent, c'est très déterministe, c'est très mécanique. Mais on en utilise encore beaucoup parce que c'est mature et on mixe ça avec de l'intelligence artificielle plus moderne. Aujourd'hui, on est plutôt donc sur l'approche qu'on appelle connexionniste, pour l'approche connexionniste, c'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup moins lisible. Il s'agit en fait d'interconnecter plein de petites entités mathématiques qu'on va appeler des neurones formels et de faire, on va dire, de traiter de l'information à travers un réseau comme ça qui va apprendre sur des données. Donc, on va faire passer plein de données dans le réseau et à chaque fois sur ces données, on va lui demander de nous donner une réponse. Par exemple, on passe des photos de chats et de chiens et on va lui demander de nous dire est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien. Au début, l'algorithme va se tromper à chaque fois, ou presque, ou on va dire à 50%, dans 50% des cas. Et à chaque fois qu'il va se tromper, on va modifier légèrement le réseau pour qu'il soit un peu plus proche du comportement qu'on aurait pu attendre du réseau pour qu'il ait raison. Donc, il y a un algorithme qui fait ça, qui s'appelle la rétropropagation du gradient de l'erreur. Plein de gros mots pour dire simplement qu'on modifie des chiffres dans l'algorithme pour l'adapter un tout petit peu mieux à ce qu'on aurait attendu. Et on va l'entraîner comme ça avec plein de photos de chats et de chiens. Et quand on lui aurait fait passer 100 000, 200 000, 1 million de photos de chats et de chiens, il sera super bien structuré, il aura tous les bons paramètres. Et quand on lui passera des nouvelles photos de chats et de chiens, il sera capable de deviner à 99,9% si c'est un chat sur la photo ou si c'est un chien. Donc là, on sent que pour ce type d'intelligence, on va avoir besoin de beaucoup de données. C'est ça qui va être vraiment le pétrole de l'intelligence artificielle. Donc, si les systèmes symboliques permettent vraiment de raisonner un peu comme des humains sur de la connaissance humaine et formalisée, ça permet de raisonner sur des données qui sont beaucoup moins structurées, que l'humain n'a pas pré-traité ou presque pas, et qui, on va dire, cachent des régularités. Donc, l'idée, ça va être pour ces réseaux-là de trouver des régularités dans des grands ensembles de données. C'est vraiment le principe de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Un réseau de neurones, quand on dit qu'il apprend, c'est qu'il apprend à reconnaître des régularités dans des données. Donc, si les données, c'est des images, c'est des régularités de couleurs et de contraste dans des pixels. Si les données, c'est un flux énergétique, ça va être des régularités dans la forme de la courbe avant qu'il y ait un pic de consommation, par exemple. Donc, ça va permettre de regarder des données, par exemple, du passé pour pouvoir faire des prévisions dans l'avenir. Ça va permettre de regarder des données d'images pour reconnaître des formes et faire de la vision artificielle, etc. Mais c'est toujours un peu le même principe, ou presque, de reconnaître des régularités dans des données. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement. Si ça vous intéresse, ça serait le sujet d'un cours d'1 heure au moins pour comprendre à peu près. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur Internet un peu plus mathématiquement comment ça fonctionne. Alors maintenant qu'on a fait cette petite introduction qui permet de poser les bases donc de l'IA, l'IA existant quand même depuis les années 50, donc il y a eu un joli chemin jusqu'aux années 90-2000, c'était de l'IA symbolique, et maintenant on est sur l'IA connexionniste. Il y a des usages dans tous les domaines de l'industrie, on va dire, dans tous les domaines économiques, on peut trouver des applications. Donc là, je vous ai mis une image qui vient du livre blanc d'Olivier Ezrati, que vous pouvez trouver gratuitement en ligne et qui vous permettra d'avoir un champ des possibles avec plein d'usages. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger pour le lire, au moins pour les sujets qui vous intéressent. Alors, si on fait un petit zoom sur l'industrie, les principaux cas d'usage qu'on trouve sont les suivants. Déjà, l'industrie tend vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'interconnexion d'énormément de systèmes entre eux pour qu'ils communiquent et qui fonctionnent de façon plus autonome, plus optimisée, etc. Et puis, il y a aussi toute une démarche de pouvoir concevoir, grâce à l'impression 3D, du sur-mesure de masse. Donc tout ça, il va falloir apprendre à le monitorer d'une nouvelle façon et on va avoir besoin d'intelligence artificielle pour construire ce qu'on appelle des analytics. Donc les analytics, c'est simplement, on va dire, des données qui sont structurées pour aider à la prise de décision. Donc là, vous voyez à droite un petit dashboard qui permet, par exemple, de repérer où sont les zones de surchauffe sur une machine pour savoir quand l'arrêter, etc. Ça va être aussi des gestions de flux en disant, des analytics qui vont nous dire quand est-ce que les flux ont plus de probabilité d'être complètement tendus ou quand est-ce qu'on risque d'avoir du stock, etc. Donc, monitorer les systèmes complexes, on va avoir besoin de beaucoup d'IA pour monitorer une usine digitalisée.
Ensuite, il y a la possibilité de faire de la maintenance prédictive. Donc, de la même façon que je l'expliquais tout à l'heure pour le flux d'énergie, on va être capable, et on est déjà capable, hein, c'est de plus en plus utilisé, par exemple par EDF, etc., pour faire de la maintenance sur sur leur centrale même. On va être capable de regarder l'historique des pannes et de trouver des régularités dans la façon dont les pannes apparaissent. Et donc, ça va permettre ensuite, quand on va retrouver cette régularité dans un flux entrant de données, de dire ah bah là, il risque d'y avoir une panne dans une semaine sur telle machine. Et donc, on va pouvoir commander la pièce à l'avance, la réparer et éviter que l'ensemble de notre système industriel soit mis en arrêt à cause d'une machine qui a besoin d'être réparée. Donc, en faisant de la maintenance prédictive, on améliore notre capacité à entrer en flux tendu et on réduit aussi les coûts liés à l'arrêt d'une machine. Atteindre une précision hors du commun, notamment pour ce qui est du doigté et de la vision. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure concernant la vision artificielle. C'est de plus en plus utilisé pour, par exemple, en sortie de ligne, repérer des défauts sur des pièces qui seraient à peine visibles à l'œil nu. Il y a une caméra qui prend des photos de chaque pièce qui sort d'une chaîne et elle l'analyse avec de la vision artificielle. Donc l'algorithme a été entraîné sur des pièces bien conçues. Elle analyse la photo et elle est capable de dire s'il y a un petit défaut sur la pièce, etc. Ça peut servir aussi à analyser des fiches produits, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, voilà, dans les industries. Augmenter la performance humaine, donc ça va être la capacité à interfacer l'humain à ce système complexe, donc notamment avec des analytics, mais aussi par exemple avec des chatbots, des choses comme ça qui vont permettre à l'opérateur d'être directement conscient de ce qui se passe dans le système industriel, d'avoir des informations qui lui sont remontées par exemple par l'intermédiaire de la voix et de l'écoute, et donc un chatbot avec lequel il va pouvoir échanger en direct en ayant les mains libres pour réaliser des opérations sur le système industriel. Donc ça, il y a aussi des entreprises qui commencent à mettre ça en place. J'ai pas vraiment le temps de rentrer dans des exemples précis, mais si dans les questions-réponses vous en voulez, bien sûr, j'en ai. Et enfin, connaître son client, ça c'est pas que dans le domaine industriel, mais c'est devenu très important. Toute entreprise a des données sur ses clients, dans son ERP, dans son CRM, et donc l'intelligence artificielle peut permettre de les traiter pour optimiser sa relation client, pour savoir quand est-ce que des commandes vont tomber, pour faire de la prévision de commandes, etc. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations à avoir sur la connaissance client grâce à l'IA. Moins spécifique à l'industrie, mais très important aussi en industrie 4.0, si on veut à terme que le client puisse avoir presque accès directement à un système industriel en pouvant faire justement du sur-mesure de masse, en demandant directement au système industriel ce dont il a besoin, avec une capacité du système à se réorganiser pour répondre à sa demande. Donc ça, si on peut prédire les besoins clients, ça permet de l'améliorer. Alors, j'avais mis un petit exemple de la maintenance prédictive, mais on m'envoie des messages comme quoi j'ai plus qu'une minute. En tout cas, vous pouvez aller voir l'exemple de Total qui fait de la maintenance prédictive sur ses pipelines grâce à des drones qui font de la vision artificielle, donc qui regardent les pipelines et qui voient les petits défauts sur les pipelines pour les réparer avant que ça devienne des pannes. Et Microscope, qui est une start-up interne du groupe EDF qui met en place des systèmes de maintenance prédictive pour les centrales nucléaires. Donc, vous pouvez aller voir les exemples sur Internet. Et enfin, zoom sur l'énergie très rapidement, mais les autres intervenants en parleront plus. Alors, on parle de plus en plus de new energy. Donc, la new energy, elle doit être smarter. Je suis désolé, il y a plein d'anglicismes. Cleaner et closer. Donc, elle doit être plus propre, plus locale et plus intelligente. Donc, c'est dans ce côté intelligent qu'on va mettre beaucoup d'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez que ça se décompose un peu en 4 cercles, cette nouvelle façon de voir l'énergie de demain. Donc, il y a le cercle de l'expérience client dont on a déjà un peu parlé. C'est la connaissance client, le lien au client et l'expérience qu'on va créer par rapport au client. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le domaine de l'énergie, mais ça compte. Ensuite, on a le réseau domestique dans la maison. Là, l'idée, ça va être grâce à l'IA de pouvoir interfacer de façon autonome l'ensemble des devices d'une maison, d'une smart home, donc ce qu'on va appeler la domotique. Aujourd'hui, un des gros problèmes de la domotique, c'est d'interfacer les appareils entre eux pour que quand je mets mon réveil, la lumière intelligente s'allume automatiquement, que les stores de ma maison s'allument et que ma voiture lance sa recharge. Bref, que tout soit interfacé pour créer des scénarios d'usage. Ça, on va avoir besoin d'intelligence artificielle qui interface tout ça.
sur une ville et au niveau global, c'est le concept de smart grid qui se développe énormément. Donc l'idée de créer un réseau énergétique très décentralisé qui est intelligent et qui est capable d'optimiser la production et le stockage de l'énergie en fonction d'une demande qui va être prévue. Là aussi, on va faire du prédictif sur la demande énergétique et ensuite qui va être capable de répartir de façon intelligente l'énergie dans le réseau de stockage pour l'amener au plus proche de l'endroit où elle va être consommée et réduire les pertes liées au transport dans les câbles, les pertes liées au stockage, etc. Stocker le moins possible, le moins longtemps et au plus proche de l'utilisateur qui va en avoir besoin. Voilà un petit peu pour un panorama très global des usages et j'ai déjà un petit peu dépassé le timing, donc je m'arrête là et je vais laisser la parole à, je crois, Stéphane, qui est le prochain intervenant, si je me trompe pas. Merci beaucoup. C'est bien ça, merci Fabien. Donc je vais mettre ma caméra, vous devez me voir, et je prends le mode présentateur. Voilà. Donc, je pense que vous devez voir ma présentation. Voilà, vous devez voir ma présentation désormais. Donc, bonjour à tous. Stéphane Petitot. Je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Utilities Performance et je suis directeur audit énergie sur la partie notamment audit énergétique en industrie. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est globalement un cas d'usage de la solution, d'une solution d'EMS, le bar expert en l'occurrence, mais d'un EMS en général, sur un cas concret. Notamment ici, on est sur un abattoir dans le domaine de l'abattage porcin. Globalement, ce qu'il faut retenir, une petite mise en situation, c'est que, comme dans toutes les usines, les énergies sont utilisées à différents niveaux du process et l'important, c'est de bien, décrire et appréhender les usages énergétiques sur le process pour pouvoir bien les maîtriser. Vous avez ici un exemple très simple des énergies qu'on va utiliser sur un process d'abattoir, et notamment on va avoir des énergies qui vont être consommées en quantité significative au niveau de la transformation des carcasses, c'est de la découpe, et de la préparation avant d'aller en phase de refroidissement. Et puis on a aussi beaucoup d'énergie qui sont utilisées au niveau des recevages et au niveau de la préparation finale. Ça peut être de la climatisation et du refroidissement de produits notamment. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Donc, on va revenir sur cet exemple, je dirais, dans la deuxième partie de la présentation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cet EMS, lui, va être chargé de renvoyer un certain nombre d'informations pour pouvoir savoir où vous en êtes dans vos consommations d'énergie. Ce qu'on appelle typiquement les KPI, les Key Performance Indicators, encore un anglicisme, comme le disait Fabien tout à l'heure. Voilà. Globalement, sur ces indicateurs, on va parfois faire appel à de l'intelligence artificielle pour, calculer, définir des indicateurs un petit peu plus intelligents qui nous permettent de faire de l'analyse notamment prédictive. Donc, ces outils-là d'intelligence artificielle sont intéressants, mais attention à ne pas galvauder, je dirais, tout ce qui fait la structuration de la mesure et de l'instrumentation générale. Donc, il y a un respect indispensable des règles de l'art pour qu'on ait des données fiables et cohérentes qui puissent être analysées et générées par l'intelligence artificielle derrière. Globalement, on va avoir besoin de construire un plan de mesurage, pas avec un instrumentiste et un auditeur de terrain. Tout ça dans l'optique, je dirais, éventuellement de suivre, je dirais, des procédures normalisées, comme le CMVP ou l'IPMVP. Donc, il faut les bons intervenants dès le départ pour pouvoir construire
un EMS structuré. Il faut exploiter les mesures qui sont déjà existantes, donc avoir des compétences en automatisme industriel, notamment l'OPC, mais pas que. Il faut fiabiliser les moyens de mesure existants. Dans les usines, on a de plus en plus de moyens de mesure, et ces moyens de mesure sont, je dirais, forcément très intéressants. Maintenant, il faut avoir la certitude que ces moyens de mesure sont représentatifs. Sinon, il faudra les remettre à niveau ou les remplacer. L'aide à la décision est également importante, puisque quand on est industriel, on doit faire des choix. La mesure, ça coûte cher, et il faut faire le choix des bons indicateurs avec les bons capteurs, de manière à avoir une information pertinente à un coût raisonnable. Les données et outils d'analyse doivent être accessibles à l'Energy Manager et au client final. Donc, c'est là où on va voir apparaître aussi tout ce qui est système de diffusion d'informations avec des connecteurs qui peuvent, je dirais, centraliser l'information locale ou la remonter dans le cloud. Donc, avec les différentes briques nécessaires. Souvent, l'intelligence artificielle sera mise à disposition dans des briques cloud. Il faut aussi proposer des solutions fiables et sécurisées pour communiquer et héberger la donnée. Quand on est en industrie, on a des données qui traduisent en fait l'activité industrielle, donc qui peuvent être confidentielles dans une certaine mesure. Donc, il faut apporter aussi les moyens qui permettent de sécuriser cette donnée de manière à éviter le piratage et éviter les entrées je dirais, d'éléments malveillants. Et puis, il faut une équipe structurée pour le support, le conseil et l'amélioration continue de la performance, c'est-à-dire que l'EMS est un vecteur qui permet de donner en fait un état de la performance à l'instant T, de donner des pistes d'amélioration, mais il faut aussi que l'industriel ait les moyens de pouvoir s'améliorer par lui-même et par du support. Globalement, le traitement de l'information, là ici, donc sur cette diapo, on voit qu'on a, je dirais, le cheminement habituel de la chaîne de mesure, du capteur jusqu'au reporting, ce qui représente l'essentiel en fait des systèmes de suivi aujourd'hui. Et si on veut aller plus loin, on va rajouter des briques, notamment d'analyse, qui permettent de savoir, de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas été bon, si on n'a pas été bon à un moment donné, et de prédire, d'alerter en cas de dérive excessive, pour que chaque personne puisse, chaque utilisateur puisse, je dirais, utiliser son système, puisse vérifier sa performance dans les meilleures conditions. Donc, sur chaque étape, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais il faut qu'à chaque étape, on vérifie que l'information, elle est bien traitée, elle est bien remontée pour qu'au final, au niveau du volet analyse et du volet prédiction, on ait des indicateurs qui soient pertinents. Donc, si on regarde le cas d'usage de la solution EMS, ici, dans le cas présent, l'EMS a été mis en place dans le cadre d'un projet clé en main sur la récupération de chaleur. On est sur des utilités. Ça peut être décliné comme le présentera le présentateur suivant sur la partie process, bien sûr, mais de manière globale, je dirais, la méthode, elle est forcément transposable. Tout est parti en fait d'une situation chez un industriel qui avait en place un procédé qui permet de produire de l'eau chaude par récupération de chaleur en réélevant le niveau de température par une thermofrigopompe. Un élément assez classique qui permet de produire de l'eau chaude sanitaire, l'acronyme ECS. Et avec le client, lorsqu'il y a un audit qui a été fait, on s'est aperçu que cette thermofrigopompe n'était pas suffisamment exploitée. On consommait toujours du gaz naturel en appoint, donc possibilité d'aller plus loin dans l'optimisation des consommations, notamment de gaz. Donc, on a, sur ce cas-là, proposé un CPE avec un EMS chez le client. Donc, dans la situation future, toujours à thermofrigopompe avec la récupération sur une salle des machines, froid,
plus de l'air comprimé, plus récupération sur ce qui s'appelle des fours de flambage qui permettent d'éliminer les poils sur les porcs avant la transformation. Et on a aussi développé les voies de valorisation. Au-delà de l'eau chaude sanitaire, on a utilisé également un appoint sur des eaux chaudes d'échaudage et sur des boucles d'eau chaude technique, de manière à aller encore plus loin. Donc tout ça, ça nous amène à, je dirais, un schéma de principe qui est assez simple. Ici, quand il est représenté sur l'écran, quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça ici, c'est un synoptique de récupération qu'on suit pour nos clients pour s'assurer que le contrat de performance est suivi de manière cohérente, qu'on respecte bien les engagements. Et le client a également la vue sur ces éléments-là pour pouvoir faire sa propre auto-amélioration également de son côté. Donc, sur ces synoptiques-là, on vient greffer des outils de mesure qui permettent de traduire globalement, je dirais, l'efficience de la récupération de chaleur et des moyens qui sont mis en œuvre dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc, le système, je dirais, technique, le MS, remonte de l'information vers le client et remonte de l'information vers, je dirais, l'entreprise, Utilities Performance en l'occurrence, qui monte le CPE avec le client et cet outil fait foi pour apporter la preuve que le contrat est bien rempli. Voilà. Tout ça, ça donne lieu à des rapports de suivi d'exploitation, donc qui sont plutôt dédiés au bureau d'études qui a monté le CPE avec le client. Et à côté de ça, on verra juste après qu'il y a également un rapport de contrat de performance qui permet de visualiser, je dirais, le bon respect du contrat. Globalement, le rapport de suivi d'exploitation est là pour s'assurer que globalement, techniquement, les consommations d'énergie sont cohérentes et que la performance énergétique va permettre d'atteindre la performance attendue dans le contrat. Donc globalement, c'est l'analyse de tous les éléments techniques par un Energy Manager qui fait ça à distance, mais aussi dans certains cas sur le terrain, pour pouvoir, je dirais, s'assurer pour le client et pour l'entreprise partenaire que le contrat de performance est bien rempli. Voilà. Avec des bilans d'exploitation, avec comparatifs en fait des consommations ou des ratios de récupération par rapport aux cibles que l'on voit ici, et globalement la répartition globale des consommations et des énergies récupérées pour pouvoir faire un bilan à l'échelle de l'usine. Au final, il y a partage de documents avec un rapport d'engagement de contrat de performance, avec le pourcentage de gaz économisé, ici en l'occurrence chez le client qu'on n'a pas nommé pour des raisons de confidentialité. On s'est engagé à réduire de 40% la consommation d'énergie d'usine, la consommation de gaz. Donc l'indicateur ici s'affiche. Et on a masqué certains éléments ici un petit peu sensibles en termes de production, mais globalement, cette page-là est censée apporter la preuve au client que les différentes contraintes et règles d'application du contrat permettent de montrer que l'économie d'énergie atteinte, elle est bien pertinente. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter en termes de support, je dirais, d'échange au niveau des économies d'énergie sur un CPE. Je vais laisser la place au présentateur suivant. Merci à tous. Très bien, merci Stéphane. Merci Stéphane. Donc je vais vous partager mon écran. Ah, il faudrait me nommer comme présentateur.
J'en profite une seconde, Arthur Michel en ligne. N'hésitez pas à transmettre vos questions par l'intermédiaire du chat. Nous prendrons le temps de les lire et de balayer ces questions avec les intervenants, et ensuite il y aura un temps d'échange sous format table ronde, comme dit précédemment, ce qui permettra de donner un peu la parole à tous. Voilà. Voilà la main. Merci Thierry. Très bien, merci. Eh bien, comme l'a dit Flavien dans son introduction, l'intelligence artificielle peut générer des fantasmes. Nous, on le voit dans les usines, ça peut être quelquefois de l'inquiétude en disant qu'est-ce que finalement je peux, avec les données que j'ai dans mon usine, arriver à trouver comme valeur à l'intelligence artificielle. Est-ce que je suis suffisamment mûr? Et dans d'autres cas, on va voir des personnes qui ont énormément de données et qui pensent qu'en appuyant sur un bouton, on va très rapidement avoir énormément d'informations à haute valeur. Et dans tous les cas, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, je suis ravi d'avoir l'occasion, à l'invitation de la T2E, et merci à Nadine pour son invitation et à vous pour l'organisation. Ravi d'avoir l'occasion de vous présenter un cas très concret. On a un temps assez court pour laisser la place aux questions, donc volontairement, je vais aller assez vite, mais vous aurez l'occasion de vous exprimer après. Ce cas se situe dans l'industrie mécanique. Alors, voilà. Donc, on est chez SKF, qui est un leader mondial déroulement à billes, et on est sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, qui est un site, le plus grand site en France, en fait, avec, vous le voyez, une surface assez importante, et une particularité, un engagement de l'usine pour aller vers le digital de différentes manières, qui a été lancé en fait en 2017. Les grands chiffres de l'énergie, un enjeu de 4 millions d'euros par an sur le site, données de production très nombreuses, très disponibles. Par contre, très peu d'énergie, de données énergétiques en fait. On a très peu de compteurs et de sous-compteurs, et donc c'est un premier challenge. Deuxième sujet, c'est l'animation, un suivi mensuel sous Excel, une démarche ISO 50001 lancée. L'atelier le plus énergivore, 1 million d'euros à lui tout seul, déjà bien suivi depuis 3 ans par une équipe dédiée. Et donc, fin 2017, on est testé par l'équipe SKF pour voir si l'IA, pour le coup, peut aider cette équipe à aller un cran plus loin dans la maîtrise de sa performance énergétique, sur le principe que si on arrive à trouver du gain sur cette partie-là de l'usine, on va pouvoir trouver du gain assez facilement ailleurs. Les attentes sont donc d'augmenter la fréquence du suivi énergie et de détecter des anomalies de consommation via l'IA, et donc clairement passer de Excel vraiment au digital. On a commencé par un audit de potentiel sur des données historiques, et cet audit s'est basé sur 1 an de données. On a regardé des choses assez classiques, mais vous voyez quand même une jolie représentation sous forme de box plot où on regarde les talons de consommation. On a regardé les corrélations diverses pour trouver les facteurs d'influence, notamment de la consommation électrique ou air comprimé. Et vous voyez à droite un modèle d'air comprimé avec une précision assez intéressante de 97%. On avait 95% sur l'électricité. Et on a réussi avec ces données-là, et en accord avec le client, à valider un potentiel de gain global de 3,6%. On a décidé donc de passer en phase 2, qui était le branchement de la plateforme en temps réel. Le premier niveau en fait, du digital, il n'y a pas d'IA là, mais il y a déjà une bonne capacité de calcul, un petit peu à l'image de ce que Stéphane a montré. On a pas mal parlé de KPI. Là, on va trouver une façon de représenter les ratios. Par exemple, ici, vous avez un ratio de consommation gaz en fonction des productions. Et donc, vous voyez que là, on arrive à montrer ce ratio et son évolution dans le temps en fonction du type de produit qui est passé. Donc là, ce n'est pas l'exemple sur SKF. On l'a décliné d'une façon un petit peu différente sur SKF. Et vous voyez là, dans une usine de fertilisants, vous voyez le type de représentation, et à droite, les rapports automatiques qui peuvent être générés avec des données qui sont, dans ce cas présent, reçues toutes les 5 minutes, par exemple. Et là, on revient donc sur le cas SKF, où en fait, on est passé directement à ce qu'on appelle le Digital Twin Energy. C'est tout simplement des modèles en fait, basés sur l'IA. Pour nous, ce sont des algorithmes plutôt random forest qui vont modéliser la consommation d'électricité et d'air comprimé. Et vous voyez en bleu les améliorations par rapport au modèle, et en orange et rouge les dérives et les surconsommations par rapport au modèle.
Et vous constatez qu'en réalité, après plusieurs mois de fonctionnement, donc le bilan a été fait sur l'année 2019, on a réussi à améliorer sur ce site, c'est pas nous, hein, c'est le client qui a fait ses gains aidés par le modèle, a très bien amélioré sur l'air comprimé. Le résultat est un peu moins clair sur l'électricité, puisque dans les jours ouvrés, en pratique, les gains ayant déjà été faits, puisque l'équipe était déjà très positionnée sur ces sujets, il y avait peu de gains à faire en semaine. On a quand même trouvé des moyens de gagner le week-end. Et l'air comprimé, les gains sont vraiment très importants le week-end et très intéressants aussi en semaine, avec un total qui est de 5,9% par rapport à l'objectif initial qui était de 3,6%. Donc on voit que le ROI est très intéressant, 0,8 ans, et c'est un gain net très significatif dès l'année 2 après couverture de l'investissement initial. Il n'y a pas d'équipement, hein. On a simplement l'étude initiale et puis la mise en place de la plateforme. Pour rappel, sur ce périmètre-là, on n'avait aucun sous-compteur. On avait le simple compteur de cette partie-là de l'usine en électricité et la même chose en air comprimé. Par contre, on avait toutes les références des roulements à billes produits sur les 8 lignes de production. On a plus de 100 roulements à billes qui sont produits et qui arrivent à tout instant. On avait les OF. Et avec ces informations-là, on a pu monter ces modèles et créer ces alertes. Peut-être vous demanderez de quelle manière ces gains ont pu être réalisés par l'équipe technique. Un des grands points, c'est que l'équipe technique a pris confiance dans les modèles et trouvé en effet que les alertes relevées par le modèle étaient pertinentes, ce qui leur a permis d'interpeller la production avec plus de pertinence également. Et on a été témoin de ce dialogue nourri, renforcé, de plus grande valeur en fait, entre les équipes utilités, les utilités veulent bien dire ce que ça veut dire, et les équipes de production. Et ensemble, elles se sont même pris au jeu pour trouver finalement de proche en proche les actions améliorantes. Et c'est notamment comme ça qu'ils ont réussi à trouver ces très beaux gains sur l'air comprimé. Donc au global, la valeur ajoutée du digital et de l'énergie pour SKF, telle qu'eux-mêmes en parlent, puisqu'ils sont très satisfaits de la plateforme qui tourne maintenant depuis 1 an et demi chez eux, c'est vraiment un premier point au niveau des KPI pour automatiser, fiabiliser et améliorer la précision des KPI. Le deuxième point, c'est détecter sans délai les dérives pour mettre en place les correctifs. Notre correspondant, référent énergie sur place, dit souvent qu'il n'est pas certain à tout instant d'être au meilleur niveau de performance énergétique. Par contre, il est sûr que grâce à Energency, il est en maîtrise. Il n'acceptera pas de dériver plus d'une semaine. Éventuellement, il regarde la plateforme tous les jours. Il y a des rapports qui sont regardés par toute l'équipe production dans des points hebdo. Et lui sait qu'il n'aura plus la possibilité de dériver, comme on l'avait remarqué dans l'étude initiale. Et comme je l'ai indiqué, un renforcement important du dialogue entre les équipes énergie et production dans une logique d'amélioration continue. Donc, il est moins le cas. Je préfère m'arrêter là et je suis à la fin de ma présentation et laisser la place à vos questions si vous le souhaitez. Merci Thierry. Merci Thierry. Ok, je vais reprendre la main également. Je vous propose de regarder quelques-unes des questions qu'on a pu recevoir et je vous invite toujours à nous poser des questions via le chat. Laissez-moi juste une seconde. Tac. Hop, je reprends la main. Mon écran devrait s'afficher. Alors, la question principale que beaucoup de personnes peuvent se poser aujourd'hui, elle est liée à la cybersécurité, effectivement. Comment est-ce que, je m'adresse aux intervenants, hein, bien sûr, qui pourront prendre la parole à tour de rôle, comment est-ce que vous pouvez lier justement sécurité informatique et système externe, et comment est-ce que de la même façon, vous allez garder le contrôle sur l'utilisation de vos données, voilà, sans externaliser vos compétences propres. Qui souhaite prendre la main? Stéphane, peut-être? Oui, alors Stéphane Pusto, effectivement, donc le problème de cybersécurité est effectivement quelque chose d'important. On a beaucoup d'industriels qui souhaitent garder la main d'ailleurs sur cet aspect-là. Souvent, il y a des VPN qui sont mis à disposition par les clients pour pouvoir accéder à l'information. On passe par ces canaux-là.
il faut aussi avoir la possibilité de proposer des solutions, parce que souvent dans les usines qui n'ont pas l'habitude d'échanger de la data, c'est bien de pouvoir apporter ces éléments-là. Donc, alors je suis loin d'être le spécialiste de la cybersécurité, donc je dirais que les informations que je vais donner pourront être complétées par Flavien et Thierry, mais globalement, ça part déjà de l'emplacement où on va stocker cette donnée. Aujourd'hui, il y a les clouds souverains sont quand même des valeurs importantes. Maintenant, il y a les règles de bonne pratique avec la mise en accord avec les DSI de chaque site qui permet déjà d'ouvrir les bons ports et de pouvoir permettre un échange tout en gardant un niveau de sécurité suffisant. Flavien, Thierry, est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce sujet-là? Oui, effectivement, la question de la sécurité des données est importante. Alors, un premier point déjà, c'est que on n'est pas forcément, nous, Energency, dans le big data. On vient en fait sélectionner les données qui sont utiles et nécessaires pour produire finalement les KPI pertinents et créer les modèles prédictifs adaptés. Et on se rend compte bien souvent qu'on n'a pas besoin de quantité de données forcément extrêmement importantes. Pour vous donner une idée, avec 50, 100 flux de données sur une usine, on arrive déjà à travailler. Après, on peut monter à 1000, 2000 flux. Mais ça veut dire que ça peut permettre aux équipes de vérifier la sensibilité des données. Et ça, c'est un premier point pour vérifier la donnée est-elle vraiment si sensible que ça? Est-il possible de la sortir dans le cloud? Qui est la solution que nous préconisons. Et bien sûr, la décision étant prise, nous, on apporte toutes les conditions de sécurité pour garantir la confidentialité des données. Il y a des solutions aussi d'anonymisation qui sont imaginables. Donc, c'est un frein qu'on avait il y a 2-3 ans. C'est un frein qui revenait assez souvent. Maintenant, à l'exception de quelques sites vraiment très orientés sur la défense, par exemple, ou à des sites extrêmement sensibles en matière de protection des données, de confidentialité, c'est une objection qu'on voit de moins en moins souvent. Donc, voilà, on la traite habituellement très correctement. Pardon, je reprends la parole. Et on avait une autre question, du coup, qui était un peu liée dans l'intitulé. On y a partiellement répondu. Justement, quels seraient les leviers? Alors, moi, j'ai en tête deux leviers qui sont assez connus. Celui de la fiche standard C2E IND UT 134, qui vise justement à mettre en place des solutions digitales pour déterminer des indicateurs de performance énergétique. Ensuite, on l'a vu dans la seconde présentation, qu'il y a aussi un levier lors de la réalisation des projets d'économie d'énergie, avec justement la notion d'engagement contractuel avec le CPE, qui nécessite justement d'avoir une mesure de la performance. Et depuis un an, justement, ce dispositif CPE permet de bonifier les aides C2E et donc parfois d'aller chercher un petit peu plus d'aide et du coup de rentabilité à des projets d'efficacité énergétique. Pour ce qui est des freins aujourd'hui, je vais laisser la parole aux intervenants, peut-être les freins que vous rencontrez aujourd'hui au déploiement de ce type de solution. Je vais peut-être parler pour Energency. Donc, nous, on se rend compte en fait qu'on s'adapte à des entreprises qui peuvent être petites ou grandes, qui peuvent être très peu mûres dans la maîtrise de l'énergie, très peu riches en données, ou au contraire très matures, très riches en données. Et en fait, on voit que le digital au sens large, jusqu'à l'IA pour les cas les plus avancés, nous permet finalement d'adresser les différents besoins aux différents niveaux de maturité. Donc, finalement, on ne voit pas tellement de freins vraiment techniques, puisque même dans le cas que je viens de montrer, avec 2 compteurs de tête, air comprimé, électricité, on arrive à des résultats très intéressants.
c'est plutôt finalement des freins humains quelque part dans la tête des équipes en place et aussi du management des sites, puisqu'il faut accepter que finalement un nouvel outil va arriver, qu'on va le tester, qu'on va vérifier comment il fonctionne, donc dégager un petit peu de temps. On a un process assez rapide. On a toute l'étape d'étude qui peut durer 2 mois maximum sur les études les plus lourdes et la mise en place qui va se faire en 6 semaines dans la suite. Donc, c'est plutôt rapide, bien normé. Donc, on prend assez peu de temps dans la phase de mise en place. Mais c'est vrai qu'après, il faudra quand même un peu de disponibilité des équipes pour regarder les résultats du modèle et puis accepter peut-être d'échanger un peu plus avec les équipes de production. Donc, actuellement, sur nos dernières expériences, je dirais que les freins qu'on remonte, c'est plutôt ça. Niveau de maturité du site pour aller quelque part vers ce dialogue à plus haute valeur ajoutée entre les équipes énergie et les équipes production. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, effectivement, je vais tout à fait dans le sens de Thierry. Un des leviers importants qui est effectivement trouver la disponibilité. Et pour trouver la disponibilité, un levier significatif, c'est souvent la mise en place aussi de l'ISO 50001 sur les sites. L'ISO 50001, c'est de l'amélioration continue. Donc, en général, quand on met en place un système de management de l'énergie, on a besoin de remonter les indicateurs. Donc, souvent, en fait, le premier besoin, ça va être de générer des indicateurs à partir des moyens de mesure qui sont dispo. Ces indicateurs, ils sont décidés par, je dirais, une équipe dans l'entreprise avec éventuellement un partenaire extérieur. Mais bon, peu importe, globalement, c'est bien cadrer les moyens à mettre en œuvre et les aligner avec le besoin client. Donc, globalement, ça, c'est un élément très significatif. Et dans l'ISO 50001, de toute façon, il est nécessaire de construire une équipe qui va travailler sur l'amélioration continue. Donc, c'est très, très lié. Un des freins, et c'est un petit peu ce que je voyais en troisième point, c'est l'interconnectivité. Un des freins, c'est de pouvoir être en mesure de récupérer toute la donnée disponible. Aujourd'hui, les systèmes doivent être suffisamment ouverts pour aller chercher toute l'information disponible, utile, entre guillemets, et disponible sur le site, de manière à pouvoir en bénéficier avec un coût très réduit. Dès qu'on va être obligé de rajouter des capteurs, ces capteurs ont un coût et pour le coup, le frein du montant d'investissement va être réel. Donc, exploiter au maximum, je dirais, ce qui est disponible sur le site, ajouter les éléments complémentaires nécessaires de manière à pouvoir emmener son client dans la performance énergétique souhaitée avec un coût minimum. Merci Stéphane. Je vois qu'on a eu une question de Monsieur Huard qui nous demande justement quel serait le ticket d'entrée pour le déploiement d'une solution de data science avec des enjeux de perte d'exploitation, de marge sur site. Est-ce qu'on parle de quelques euros, quelques dizaines de kilos euros ou plusieurs millions d'euros? Je connais la réponse, je vous laisse prendre la parole. Je vais peut-être répondre pour Energency. Donc, nous, on adresse assez rarement des sujets globaux usines, perte d'exploitation, marge. On est vraiment très focalisé sur l'énergie. Hein. Et donc, pour nous, une étude data science peut démarrer en dessous de 10 000 euros si la question est simple, avec, par exemple, un fluide qu'on veut regarder de plus près, une consommation vapeur qu'on veut modéliser. Et puis, avec des données disponibles venant de la production, on rajoute à ça les données météo, on prend les données de maintenance. Et si ces données sont disponibles, pour moins de 10 000 euros, on peut démarrer pour un audit de potentiel de gain sur la base des données historiques. Évidemment, quand on regarde plus d'utilité, on va chercher l'air comprimé, le froid, etc. Là, on va plutôt s'approcher des 20 25 000 euros. En dessous de 30 000 euros, dans tous les cas, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Et après, pour la partie mise en place de la plateforme, on est dans des coûts qui sont en général assez réduits, avec des coûts de setup qui peuvent être à moins de 10 000 euros. Et puis,
et puis des coûts d'utilisation qui sont également ramenés à l'année à moins de 20 000 euros. Donc après, on a des cas bien plus élevés où on a des plateformes qui tournent plus complexes. Et là, je vous donne des premiers pour un industriel un peu standard tel qu'on peut les rencontrer et qui voudrait démarrer dans l'IA. Ça montre que voilà, on n'est pas par rapport à la question millions d'euros, pas du tout. Non, je confirme, hein, on est dans les mêmes sortes de grandeur, hein, c'est quelques dizaines de milliers d'euros en général. De toute façon, je dirais à partir du moment où je dirais il faut faire un investissement pour mettre de la mesure, je dirais un investissement significatif, je dirais l'effort d'amélioration continue il s'arrête assez rapidement. Donc toute la subtilité va être de trouver justement les leviers qui vont permettre d'aller chercher l'information la moins onéreuse possible, tout en restant pertinent. Merci à tous les deux. Donc vous avez partiellement répondu à la question suivante, justement sur comment gérer la multitude de protocoles de communication et d'interfaces qui peuvent exister. Effectivement, il y a aujourd'hui des difficultés sur ce biais-là, mais j'imagine qu'elles sont faciles à lever. Bah, globalement, il y a des protocoles de communication qui sont incontournables, hein. Ils sont forcément implémentés. Ensuite, il peut y avoir des protocoles un petit peu plus spécifiques et il existe des passerelles qui permettent justement de les intégrer assez facilement avec des connecteurs. Donc, je dirais aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui permettent assez facilement d'aller chercher l'information sur les sites à partir du moment où on a, je dirais, un automaticien qui permet d'aller, qui connaît, je dirais, ces protocoles-là. De notre côté, vous avez compris qu'on est très spécialisé dans l'analyse de la donnée. Donc, nous, on vient après Utilities Performance qui vient régler les problèmes de terrain, d'IoT et de connexion des données. Et en fait, nous, on vient chercher ces données-là qui viennent de l'énergie notamment, bien sûr, hein, mais on va aussi regarder tout ce qui vient, ça a été mentionné dans la présentation de Stéphane, qui vient des systèmes type MES, SAP, etc. Des systèmes qui pilotent la maintenance. Donc, en fait, on vient désiloter quelque part les données qui viennent de différents systèmes. On a quand même, alors c'est pas une infinité, hein, mais nous, on trouve que dans les usines, on en a très souvent 2, 3, 4, 5 différents qu'il va falloir connecter. Et voilà, on réunit ces données, encore une fois, les données pertinentes dans le cloud pour les analyser. Et donc, en général, on n'a vraiment pas de difficulté. Il peut y avoir des questions de standards, d'export de données, etc. Mais voilà, on a les procédures en interne avec l'équipe informatique pour traiter ces questions. Merci. Je propose aux participants, à l'ensemble des participants, je ne sais pas si je vais réussir, à ouvrir les micros pour avoir leur propre retour d'expérience. Vous avez peut-être déjà mis en place des systèmes chez vous. Quel serait votre propre retour d'expérience à partager? N'hésitez pas. Je vais essayer de vous donner la main. Je ne sais pas si je peux le faire. Je crois que c'est un par un. Bon, on va voir si une personne souhaite prendre la parole, qu'il me le propose par le biais du chat. C'est possible. Et sinon, autrement, je pense que globalement, on est à peu près dans le timing. Donc, si je ne vois pas de questions arriver, je vous propose de conclure sur ce webinaire, si vous êtes bien d'accord. OK pour vous. Donc, déjà, je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants pour la qualité des supports et puis leurs interventions. Voilà, ce webinaire était en quelque sorte une préface, un teasing d'un événement présentiel qui va avoir lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, au second semestre. Un événement qui sera sur un site industriel qui a déjà intégré une solution justement de suivi énergétique. Ça vous permettra de rencontrer d'autres acteurs du domaine qui pourront pousser et poursuivre certaines des réflexions qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et puis, vous aurez la possibilité concrètement de voir le résultat d'une mise en œuvre
monitoring énergétique, de créer du lien, de créer du réseau au cours voilà, d'un événement physique avec toujours de la même façon une phase d'échange et de présentation sur ces thématiques-là. Voilà, donc je vous remercie tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Et vous.